Bonjour à tous, bienvenue, je vous emmène dans mon aventure olympique. J'ai eu la chance d'être volontaire pendant 2 semaines place de la Concorde. Et donc dans cette vidéo, je vais vous embarquer sur ma mission de volontaire à la Concorde, mais aussi dans les jeux comme je les ai vécus, aussi bien en tant que spectateur, que touriste ou que fan et passionné de sport en France, à Paris. À la Concorde, j'ai été appelé pour être responsable et coordinateur de volontaires. C'est-à-dire que ma mission à la base, c'était de m'occuper des volontaires, de répondre à leurs questions, de gérer le centre des volontaires, là où ils peuvent venir pour se reposer et passer du bon temps. Mais vous allez voir qu'il y avait bien plus de choses et que j'ai eu la chance de vivre beaucoup plus d'expériences que ça. Alors, je mets mon bob et on y va. Heart of France, Anthony Johnson! Get over his shoulder to find his way home. Bon, vous avez eu un aperçu de ce qui se passe place de la Concorde. Mais si je vous racontais ce que j'ai vraiment fait là-bas. Comme je disais, à la base, ma mission, c'était d'être responsable des volontaires et du centre des volontaires. Donc de s'occuper de l'animation, de répondre à leurs questions et de s'assurer que leur expérience se passait bien. Mais j'ai eu la chance de faire beaucoup d'autres choses parce que finalement, dans mon équipe, on était suffisamment nombreux puisque lorsque les volontaires savaient ce qu'ils avaient à faire et qu'ils commençaient à prendre en main le site et leur mission, et ben finalement, on était plutôt là pour aller renforcer les équipes qui en avaient besoin. Donc je vais vous raconter un petit peu tout ce que j'ai vécu pendant pas 2 semaines, mais bien 3 semaines, puisque dès le 21 juillet, donc la cérémonie d'ouverture était le 26, il y avait déjà des missions sur le site. Pourquoi ? Parce que les athlètes arrivaient déjà, le skate notamment,
puisqu'ils avaient les premiers entraînements et la découverte du site. Puis est venu le BMX, puis le basket au fur et à mesure. Mais il faut savoir que les Jeux Olympiques commencent avant la cérémonie d'ouverture, ne serait-ce que pour les entraînements, pour certains sports, et même comme vous avez pu le voir, pour le rugby qui a même commencé ses matchs officiels le 24 juillet, donc 2 jours avant la cérémonie. Pour répondre à une question aussi qu'on m'a souvent posée, comment se passe une journée de travail ? En fait, dans les différentes équipes, il y a un système de shift, c'est-à-dire qu'on a une équipe du matin, une équipe de l'après-midi et une équipe de soir, et il y a un recouvrement de 1 à 2 heures entre chaque shift, donc entre le matin et l'après-midi, entre l'après-midi et le soir, pour qu'il y ait toujours du monde et pour que la transition puisse se faire. Donc dans l'émission que j'ai fait, par exemple, tout au début, le 21 juillet, j'ai eu la chance de renforcer une équipe athlète-service. C'est-à-dire que j'ai été en renfort pour aller accueillir les athlètes, les skaters notamment, qui arrivaient petit à petit le premier jour pour venir voir le site avant les jours suivants de réaliser leurs entraînements. Et justement, une deuxième mission que j'ai eu à faire, c'était le lendemain, gros jour de pluie, le terrain de jeu totalement inondé. Et donc on a été nombreux, une bonne vingtaine de volontaires avec les team leaders à passer la raclette pour pousser l'eau hors du terrain. Et ça, on a dû le faire pendant au moins toute la matinée parce qu'il a plu toutes les demi-heures. Donc une fois qu'on finissait, il se remettait à pleuvoir. Mais on a au moins permis aux athlètes masculins de s'entraîner l'après-midi. L'entraînement féminin du matin, malheureusement, avait été annulé. Donc déjà, une belle première surprise pour moi puisque dans ma mission initialement, j'étais pas du tout censé être au contact des athlètes. Et là, j'ai eu la chance de le faire. J'ai eu la chance d'échanger avec un Canadien, Cordano, et avec Jagger, américain, qui a d'ailleurs fini en médaille d'argent sur le skate freestyle. Une super expérience parce qu'en fait, ils étaient ultra naturels, des copains, quel que soit leur pays, et on voit vraiment cet esprit olympique, surtout dans un sport comme celui-ci, un sport de rue, où finalement les athlètes ne sont vraiment pas en compétition les uns avec les autres, mais plutôt des amis qui se connaissent et qui ont envie de sortir des choses pour le spectacle et pour la performance, et pas juste contre les autres. Et ça, c'était vraiment une très belle découverte. C'est aussi à ce moment-là que j'ai pu parler avec un kiné de l'équipe de France qui m'a présenté la tradition des pins. Vous en avez peut-être vu passer sur place ou à la télé, au niveau des cordons sur les accréditations. En fait, il y a une tradition, les athlètes, les coachs, le staff reçoivent un paquet de pins de leur pays avant les Jeux. Et la tradition, c'est de se les échanger. En fait, à la base, c'était pour pouvoir briser la glace, pour créer un lien, pour que les athlètes puissent aller se voir les uns les autres, se dire « Tiens, t'as pas un pins de ton pays, moi j'en ai un du mien », et puis voilà, commencer à parler. C'est vrai que ce jour-là, moi j'en ai reçu un. Il y a une responsable de l'équipe américaine qui m'a demandé de l'emmener à l'ambassade des États-Unis qui était de l'autre côté du parc de Rivoli. Donc j'ai pris le temps de l'emmener jusqu'à la sortie et à ce moment-là, elle m'a donné un pins. Donc à ce moment-là, j'étais quand même très content parce que c'était un petit cadeau personnalisé et en même temps, je m'imaginais pas tout ce qu'il y avait derrière en termes de pins. Et donc, vous verrez, je vous montrerai ça tout à l'heure, j'ai vraiment joué le jeu, j'en ai récupéré de la Concorde pour pouvoir les échanger et du coup, je me suis vraiment retrouvé à jouer dans la rue aussi, vous verrez, comme au triathlon par exemple, où on croise beaucoup de gens finalement à échanger des pins pour compléter ma collection sur mon corps. Revenons aux missions. Donc j'ai aussi eu la chance de travailler pour l'équipe EVS, l'équipe spectateur. Vous imaginez bien, c'est une des plus grosses équipes du site qui avait un fonctionnement bien particulier. En fait, il y avait des team leaders, donc un certain nombre, ils étaient 7 ou 8 je crois, et l'idée c'était que chacun était attribué à un poste de la mission spectateur. Donc il y avait par exemple le poste accueil billetterie, le poste orientation des spectateurs sur le parc urbain de la Concorde, le poste dans les gradins, à l'entrée des gradins. Et donc ensuite, tous les volontaires EVS allaient à la maison EVS pour tirer un papier, être tirés au sort et se voir attribuer une mission. Ce qui faisait que chaque jour, chacun venait sans trop savoir ce qu'il allait faire, mais il avait la chance de pouvoir changer de mission et découvrir une autre facette du côté spectateur. Moi, j'ai eu la chance de participer 2 fois au sein de cette équipe. La première, je me suis retrouvé côté billetterie extérieure, donc à l'accueil, ce qui était hyper intéressant. En réalité, pendant 2h30, on n'a pas vu le temps passer, on s'est pas du tout dit qu'on avait soif, qu'on avait chaud. 2h30 à faire rentrer les gens. Et ça, c'était vraiment une très belle expérience parce qu'on a été vraiment au contact des gens. La deuxième mission que j'ai pu faire avec les EVS, c'était une mission forcément que j'ai beaucoup appréciée. Au moment du basket 3-3, c'était d'être dans les gradins pour placer les gens. Et ce que je trouve chouette, c'est vraiment ce contact et de voir le sourire aux lèvres des gens qui sont là pour voir une épreuve, qui sont contents d'être là, et du coup, nous aussi, on est contents d'être là. Petite anecdote, je me suis quand même retrouvé face à des personnes un peu moins enjouées, qui se plaignaient un peu du soleil, et finalement, ils ont négocié pour rester assis dans les escaliers alors qu'on n'avait pas le droit parce que problème de sécurité, et en fait, c'était le seul endroit à l'ombre pour le coup. Et donc, ils ont négocié pendant 5 minutes pour rester assis là. Sauf que non, on n'avait pas le droit de les laisser là, c'était
un problème si jamais quelqu'un faisait un malaise par exemple. Et donc sur une durée de match de basket 3-3 de 10 minutes, c'est dommage de perdre 5 minutes pour ça, donc vraiment c'était pas trop dans l'esprit des jeux. Dommage pour ces personnes-là qui ont raté une partie de leur match, mais en tout cas globalement c'était incroyable d'être auprès des spectateurs et de voir les sourires et la ferveur de tout le monde, tous les pays, autour des athlètes dans cette petite arène du basket 3-3. Je vous ai parlé du parc urbain, à la Concorde c'était une nouveauté. On a voulu créer donc un espace urbain qui serait accessible pour des personnes qui auraient les billets parc urbain, mais qui serait vraiment ouvert pour qu'ils puissent se balader partout sur le site de la Concorde. Ils n'auraient juste pas accès à l'arène en cours de compétition, puisque celle-ci demandait des billets dédiés compétition, mais par contre ils ont pu avoir accès à des exhibitions, à des shows, à des initiations dans le parc, sur les autres arènes non utilisées à ce moment-là pour de la compétition. Et donc il y avait une équipe qui n'était pas EVS, pas spectateur, vraiment une équipe dédiée parc urbain, avec laquelle j'ai pu contribuer une journée, pour justement aiguiller les personnes vers les lieux d'animation, pour leur partager le planning et leur expliquer un peu le fonctionnement du site. Donc ça c'est vraiment une équipe qui a pu être au cœur de cette nouveauté Paris 2024 du parc urbain de la Concorde. Quand on parle de parc urbain, il y a les animations, les activités, mais il y a aussi tout ce qui est gestion et logistique. Et j'ai aussi fait une mission avec Léandre qui était le seul responsable de la partie cleaning waste, donc tout ce qui était déchets. Et mine de rien, on n'y pense pas, mais le jour où j'ai bossé avec lui, on a dû justement réfléchir à un peu de logistique. On devait justement faciliter l'accès aux poubelles pour les personnes. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y avait des grandes grilles avec des ouvertures pour que les gens puissent mettre leurs déchets. Et donc derrière cette grille-là se trouvent les poubelles. Et mine de rien, tout au début, quand ces choses-là ont été placées, il y avait un peu un décalage. Et finalement, si on jetait quelque chose dans le trou, ça tombait pas dans les poubelles. Donc on a dû faire le tour du site pour s'assurer que tout ça allait être bien mis en ordre et que si quelqu'un jetait quelque chose sans regarder, on soit sûr que ce soit dans la poubelle et pas à côté pour pas avoir à le ramasser après. Et donc oui, ce sont des missions extrêmement importantes pour ce type d'événement tout public et c'est important de prendre en compte toutes ces parties déchets et recyclage. J'ai encore 2 missions à vous présenter et pas des moindres, celles qui vraiment m'ont touché particulièrement parce que jamais je n'aurais pensé avoir la chance de faire ça pendant les Jeux. La première, c'était sur une journée, j'ai eu la chance de rejoindre l'équipe Protocole. L'équipe Protocole, c'est celle qui s'occupe de la famille olympique, donc les dignitaires, l'organisation, le CIO. Et un peu comme EVS, en fait, cette équipe, ils ont différents pôles. Et en fait, ce qui se passe dans cette équipe-là, puisque eux ne sont pas très nombreux, c'est qu'ils ont un système de rotation. Toutes les heures, il y avait une rotation qui se mettait en place et chacun changeait de poste. Ce qui permettait à tout le monde de faire toutes les missions, cette fois pas d'un jour à l'autre, mais plutôt dans la journée de faire vraiment toutes les missions possibles. Et donc c'était hyper intéressant parce qu'on se rend compte de toute la logistique, encore une fois, qui est nécessaire pour ce type d'événement, pour ces personnes en particulier. Donc d'aller les chercher au bon endroit, de les amener ensuite au Family Lounge, un espace qui leur était réservé, d'être là aussi pour les orienter s'ils avaient besoin, jusque dans les gradins où ils avaient des places attitrées et attribuées pour voir les épreuves. Moi, j'ai pu faire cette mission le jour de la finale du skate. J'ai eu la chance de croiser Madame Anne Hidalgo, maire de Paris, Tony Estanguet le matin qui était venu, et ensuite Thomas Barr, le président du CIO, que je ne pensais pas recroiser, mais je vous raconterai ça à la fin de la vidéo. Vous verrez une très belle surprise encore une fois. Et enfin, la dernière mission que je vous ai pas racontée, mais qui m'a vraiment marqué, j'ai pu participer à l'équipe cérémonie. Et dans l'équipe cérémonie, il y a 2 choses qui m'ont marqué. La première, c'est qu'on a fait les répétitions. Je me suis retrouvé à représenter un des membres du CIO, donc la personne qui va mettre les médailles autour du cou des athlètes. Et en fait, la répétition, elle s'est faite en 4 fois. Donc au début, la rentrée des personnes, ensuite la rentrée des personnes avec la remise des médailles et des cadeaux. Ensuite, on a refait la même chose mais avec l'armée qui allait hisser les drapeaux sur les mâts. Et enfin, une dernière répétition complète, générale, où on annonce les noms des athlètes et surtout où on monte les drapeaux avec la Marseillaise. Et donc à ce moment-là, moi j'étais au pied du mât, représentant quelqu'un du CIO, et j'ai pu entendre la Marseillaise avec le drapeau français monter. C'était le lendemain d'une victoire de Léon Marchand, et je vous assure que ça fait quelque chose. J'ai fermé les yeux, je me suis imaginé à la place de tous ces athlètes qui ont cette médaille d'or, qui ont cette Marseillaise, et je vous assure que ça fait quelque chose. C'était vraiment incroyable en ce qui me concerne. Donc ça, c'était la veille de la cérémonie à laquelle j'ai participé, puisqu'ensuite c'était pour le basket 3-3, donc la France était en finale, et du coup c'était assez sympa parce qu'on s'est retrouvé derrière l'arène, donc on voyait pas le match, mais on avait tout le bruit et on regardait le match sur une petite télé. Mais avant ça, en fait, on était avec l'équipe cérémonie à préparer les médailles sur les plateaux. Donc j'ai pu manipuler ces médailles. Alors on n'a pas le droit de les toucher, on manipule avec des gants, et ensuite on les positionne d'une certaine façon
sur les plateaux, de manière à ce que tout soit bien préparé et que les membres du CIO ou de la fédération puissent les prendre facilement pour les mettre autour du cou. Donc il y a vraiment un protocole pour les rouler et les positionner sur le plateau. Et à ce moment-là, une fois que le plateau est prêt et que la cérémonie est prête à commencer, on les amène dans le couloir avant l'arrivée sur le terrain. Et ici, on va donner ces plateaux-là aux jeunes volontaires qui sont, vous savez, dans la tenue Louis Vuitton blanc et beige, qui eux vont aller apporter vraiment ces plateaux pour la cérémonie officiellement et qui sera retransmis à la télé. Et donc ce soir-là, c'était un rêve de pouvoir voir ces médailles et de les avoir quand même et de se dire waouh, ça c'est une médaille olympique, c'est vraiment incroyable. Et donc pour toutes ces missions, je tiens vraiment à remercier mes responsables d'équipe, Stéphanie et Timothée, qui m'ont permis d'aller en renfort dans ces équipes, qui m'ont fait confiance en se disant que oui, j'avais le profil et que oui, je pourrais rendre service, mais aussi à tous ces responsables d'équipe, notamment Chloé pour les cérémonies et les autres qui m'ont vraiment accueilli et permis de leur rendre service dans toutes ces équipes-là. Il y en a d'autres, il y a Gwendoline, Stéphane, voilà, plein d'autres personnes de Paris 2024. Et je vous remercie tous vraiment sincèrement parce que sans vous, j'aurais jamais pu vivre tout ça. Donc un grand merci. Vous savez tout de ma mission de volontaire, ou presque, restez bien jusqu'au bout, il y a une surprise sur la fin. En tout cas, vous savez un peu tout ce que j'ai fait, vous savez un peu tout ce qui se passe maintenant à la Concorde ou sur un site olympique, puisque j'ai pu avoir la chance de participer à toutes ces missions dans tous ces services. C'est vraiment une vue globale de l'organisation d'un tel événement et du fonctionnement d'une arène olympique. Maintenant, j'ai aussi eu la chance d'être spectateur, puisqu'en étant sur Paris, j'ai eu la chance de m'acheter des billets au dernier moment pour pouvoir aller voir pas moins de 8 épreuves, que ce soit du volley, de l'athlé, en passant par la découverte du water polo. En tout cas, si j'avais pas été sur Paris, jamais j'aurais pris de billets et jamais j'aurais pu profiter de toutes ces reventes. Donc je vous laisse un petit aperçu, on y va et on se retrouve après. Ah, je me les régler. J'ai rangé les têtes là. On aimerait faire passer sur le tir peut-être de loin. Retourner une balle. C'est le numéro 1. Pour faire partie des deux premières avec un à sa gauche, soit de à sa droite.
Incroyable, n'est-ce pas? J'en profite pour répondre à 2 questions qu'on m'avait posées. Qu'est-ce que j'ai préféré comme épreuve et où est-ce qu'il y avait le plus d'ambiance? Alors pour cette question-là d'abord, j'ai trouvé que c'était au volley qu'il y avait une ambiance de dingue. Pourquoi? Parce que déjà c'était l'équipe de France, il y avait France-Serbie. Je les avais vus à Saint-Nazaire s'entraîner puisque c'était leur site d'entraînement avant le début des Jeux. Et surtout, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'animation pendant le volley. En fait, à chaque fois qu'il y avait un gros match ou un énorme bloc, l'animateur nous avait préparé en fait avant le match. Nous avait dit, bah voilà, s'il y a un bloc, on va dire Monster Block, et tout le monde va se mettre à mettre ses mains vers l'avant et à crier Monster, Monster Block. Donc en gros c'était incroyable parce qu'il y avait toutes ces choses-là qui se passaient de manière spontanée, c'était la fête, il y avait de la musique, vous avez pu le voir sur la vidéo. C'était vraiment un moment que j'ai beaucoup aimé et surtout ça s'est fini en 5-7, c'était pas du tout gagné d'avance même si la France a gagné à la fin. Et du coup on a eu la chance de partir le sourire aux lèvres. Et sinon la deuxième question c'était qu'est-ce que j'ai préféré? Alors bien sûr chaque sport a son lot d'émotions et a sa pratique, a ses rituels, mais moi ce que j'ai vraiment préféré c'était le triathlon. Déjà parce que c'était en extérieur dans un cadre incroyable, que j'ai eu la chance de les voir nager, faire du vélo, courir dans un site encore une fois exceptionnel au niveau du pont des Invalides. Et surtout, je suis triathlète, je cours et donc j'ai pu voir des athlètes que je connais, en tout cas de nom, et faire un sport que je pratique au plus près. Et ça a vraiment été une des expériences dont je me rappellerai toujours. Surtout que ça tombait bien, c'était sur un de mes jours de repos, la course avait été décalée. Ça fait quelque chose de les voir aussi proches, performer. On a eu la chance d'avoir la médaille d'or de Cassandre, d'avoir eu la médaille de bronze de Léo. Franchement, c'était une expérience incroyable que j'ai d'ailleurs pu partager avec Chloé qui était dans mon équipe en tant que volontaire, qui fait aussi du triathlon. Donc juste pour tout ça, et l'effervescence dans la ville, ça restera un souvenir pour moi vraiment fantastique. Et justement, comme je parle de la ville, et ben les jeux, c'était pas que les arènes, c'était aussi ce qui se passait autour. Je vais vous parler un petit peu de ce qui se passait. Donc il y avait la Villette, le Club France, mais il y avait aussi les autres maisons autour du Club France. Il y a différentes activités qui étaient proposées en fonction des maisons. Donc dans le Club France, on avait différentes activités par les fédérations. Il y avait un écran géant pour voir les matchs et il y avait la halle de la Villette à l'intérieur desquelles il y avait des sponsors, des partenaires, mais aussi des animations. Et donc moi j'ai pas pu y aller le soir, mais en tout cas le soir les athlètes médaillés venaient pour des célébrations et je ne sais pas, mais a priori c'était une ambiance incroyable. À côté du Club France, il y a des maisons. Il y a par exemple la maison du Brésil, la maison du Mexique, la maison de la Chine, de la Mongolie, de la Slovénie, la Slovaquie. Autant de maisons qui permettent de découvrir des cultures puisqu'il y a des spectacles de danse, de musique, des activités et on peut goûter la nourriture de ces pays-là. Donc il y a vraiment toute une effervescence à la Villette, mais les maisons sont aussi dans Paris. J'ai eu l'opportunité d'aller voir la maison du Japon par exemple, pas loin de la Tour Eiffel, au moment d'une finale de tennis de table Chine-Japon, du coup c'était vraiment incroyable. Voilà, autant d'expériences à vivre à côté des arènes, mais toujours à Paris dans le cadre des Jeux. On peut pas aussi parler de Paris sans parler des fan zones, donc le fameux parc des champions, la fan zone de l'hôtel de ville. Malheureusement, en ce qui me concerne, j'ai pas pu y aller. Les seules fois où j'ai essayé d'y aller, c'était trop tard et c'était complet. Et je suis sûr que vous trouverez plein d'autres vidéos et contenus qui peuvent vous montrer ce que c'était de l'intérieur. Et comment parler de Paris sans parler de cette magnifique vasque qui a été dans le ciel la nuit à partir de 22h tous les jours pendant la durée des Jeux. Je vous avoue que j'y suis pas allé tout de suite, mais je sais que de la Concorde, quand j'y travaillais le soir, on a pu voir cette vasque monter et tout de suite tout le monde sur la place de la Concorde dans une sorte de pause le temps que cette vasque monte dans le ciel et il reste pour illuminer la nuit. Et donc moi j'y suis allé avec mon équipe de volontaires le dernier soir, en tout cas le dernier soir de ma mission, le vendredi, avant que je revienne le dimanche pour clôturer le site de la Concorde. Et enfin, il a fallu revenir le dimanche. Heureusement, le marathon des femmes passait pas loin. Ma mission était à 10h, le marathon à 8h, donc j'ai eu l'occasion d'aller voir le marathon féminin pour une dernière danse, une dernière épreuve avant de clôturer ce site de la Concorde. On était 5, donc il y avait Timothée, Léna et Léandre pour l'équipe Paris 2024, et j'étais accompagné d'un coéquipier, Patrice, pour finir et clôturer le centre des volontaires et le site de la Concorde pour cette expérience Paris 2024. Je vous parlais d'une surprise tout à l'heure, justement, il est temps pour moi de remettre ma tenue de volontaire. Et voilà, ainsi que mon accréditation pour pouvoir me rendre sur le lieu de ma dernière mission, avec, comme vous le voyez, tous les pins que j'ai pu récupérer. Donc cette dernière mission, en quoi elle consiste? Je remercie Faustine énormément, et bien sûr mes responsables, Timothée et Stéphanie encore une fois, parce qu'elle m'a appelé 3 jours avant la clôture des Jeux Olympiques pour me proposer une mission incroyable. Elle m'a proposé de représenter les 45 000 volontaires à Pulse, le siège de Paris 2024, pour une cérémonie de remerciement officiel du CIO pour Paris 2024.
Donc pendant cette cérémonie, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, il y a eu des larmes, parce qu'il y a eu plusieurs moments de rediffusion, d'extraits, il y a eu 3 moments comme ça pendant la cérémonie qui a duré toute la matinée. Mais en fait, on a eu le droit à des remerciements, des discours des différents acteurs de Paris 2024, notamment Anne Hidalgo qui a représenté la ville de Paris. Pour finir, bien sûr, avec tous les directeurs de Paris 2024, petit mot particulier pour Alexandre Morénon, qui a été le directeur du programme des volontaires, et franchement un énorme bravo parce que le recrutement des volontaires a été juste incroyable. C'est vraiment ce qu'on retient, puisque déjà de l'extérieur tout le monde nous a félicité, encouragé et a trouvé que l'équipe était belle et souriante, et honnêtement de l'intérieur on a vraiment formé une super bande de copains, que ce soit à mon échelle dans mon équipe, sur tout le site de la Concorde ou même en vrai dans tout Paris, puisqu'à chaque fois que je croisais des volontaires, on pouvait justement facilement créer ce lien, même après les Jeux, puisque pendant mes vacances fin août, je me suis retrouvé à visiter un château, Chaumont-sur-Loire. En sortant du restaurant, un mec qui m'arrête, qui me dit ouais, mais je crois qu'on est de la même famille. Et il me sort son bob, il avait reconnu bien sûr le mien que j'avais derrière mon dos. Et juste ça, en fait, c'est juste incroyable de se dire que aussi naturellement, juste parce qu'on a été volontaire, on a ce lien aussi fort qui nous unit. Vraiment bravo pour le recrutement de cette équipe. Il y a eu aussi un moment de remerciement pour les différents acteurs autres, les autres corps en tout cas, qui ont rendu service pour l'organisation, donc un représentant du SAMU, pour les démineurs, un gendarme, un policier, un pompier, je m'excuse si j'en oublie. Et ensuite est venu le tour des volontaires, donc j'étais avec Michel, doyenne des volontaires, qui a 82 ans, qui m'a raconté un petit peu son expérience à Roland-Garros en tant que volontaire, et ensuite donc moi, qui était là pour représenter avec Michel les volontaires de Paris 2024. Et donc après avoir été inspiré autant par Tony Estanguet et toutes les autres personnes autour, forcément je me disais que c'était le moment de faire un petit discours, un petit mot pour parler pour les volontaires. J'ai demandé à Thomas Barr, le président du CIO, au moment de la remise de la petite distinction, s'il y avait moyen de passer un petit mot. Ce que j'ai fait, j'ai juste parlé avec mon cœur, sincèrement, ce que j'en retiens, puisque je ne me rappelle pas du tout de ce que j'ai dit clairement. Quand je fais ça, quand je parle comme ça en conférence en général, c'est spontané et je fais confiance à ce qui vient. Mais je sais que j'ai vraiment voulu adresser un énorme merci à l'organisation au nom des 45 000 volontaires pour leur confiance, parce qu'en fait, on ne nous connaissait pas. On nous a simplement recrutés sur candidature, sur motivation, sur engagement, mais avant les Jeux, avant d'être sur place le jour J, on ne nous a pas vus, on ne nous connaissait pas. Et c'est énorme de remettre les clés d'un tel événement à 45 000 personnes qu'on ne connaît pas. Donc c'était le premier message que je voulais transmettre. Parce que oui, on était le visage des Jeux, on nous l'a beaucoup dit, mais ce visage, il représentait quand même le corps et l'organisation de Paris 2024 qui était pour le coup devant moi à ce moment-là. Et ensuite, j'ai adressé un petit mot aux athlètes que j'ai pu croiser, notamment Martin Fourcade après, pour lui dire que finalement, si les volontaires ils sont si engagés, c'est aussi parce que des personnes comme lui, des médaillés olympiques, vivent les valeurs de l'olympisme, nous font rêver depuis qu'on est petit, et que c'est pour ça qu'on a envie de persévérer et de poursuivre dans cette voie olympique et de pouvoir contribuer à cet événement. Ça a été juste un rêve pour énormément de gens, énormément de volontaires. Donc c'était le moment de profiter de cette rencontre pour pouvoir leur adresser aussi ces remerciements. Mais donc cette fois, ça y est, je rentre en métro et les Jeux sont terminés, sont vraiment terminés. Qu'est-ce que j'en garde? Vous avez tout dans cette vidéo, un paquet de souvenirs, des rencontres que je n'oublierai pas, des moments que je n'oublierai pas, des émotions, des sensations. J'ai pleuré énormément de fois, des larmes de joie principalement, bien sûr, de fierté. C'est juste quelque chose que je pourrais jamais mettre de côté et qui m'a vraiment profondément changé, parce que ce que j'ai vécu là-bas en termes d'ambiance, d'environnement, et je sais que tout le monde en parle aujourd'hui dans la presse, les spectateurs, tout le monde a vécu un Paris différent et une ambiance différente, et j'ai envie de croire que c'est possible, que cette bienveillance, elle reste au quotidien entre nous et qu'on puisse continuer autour du sport, mais pas que, à faire vivre justement cette collectivité positive tous ensemble. Pour répondre à une dernière question qu'on m'a posée, c'est Sophie qui me l'a posée. Elle m'a demandé si j'ai kiffé. Et je pense que vous avez la réponse, mais oui, énormément. Et au point que je me projette, et sans hésitation, vraiment un grand oui, qui me portera peut-être sur Los Angeles 2028 ou les Alpes 2030. Je ne sais pas. En tout cas, pour le mot de la fin, j'ai envie de vous parler d'une anecdote qui me concerne, de mon rêve à moi, des Jeux Olympiques que j'ai vécu. À la base, pour moi, cette histoire, elle commence en 2004, quand je regarde les Jeux Olympiques chez mon grand-père, sur la grande télé cathodique, où je vois les victoires de Tony Estanguet au canoë, de Julien Absalon au VTT, de Laure Manodou à la natation. Et ce jour-là,
Merci les commentateurs, il y a une émotion de dingue qui vibre en moi et qui ne me quittera jamais. C'est celle de personnes qui sont pas forcément professionnelles, qui sont pas forcément connues, qui sont pas forcément attendues et qui arrivent à créer de l'exploit, des miracles et à faire vibrer des gens, des spectateurs, leur pays, parce qu'ils arrivent à ce moment-là à se transcender et dans ce cadre unique que sont les Jeux Olympiques. Et depuis ce jour-là, j'ai eu à cœur de participer à ces Jeux. J'essaye de plein de façons. En tant qu'athlète, je me suis donné les moyens, j'ai été jusqu'en équipe de France en stage de sélection pour l'Ultimate Frisbee, qui est reconnu sport olympique, mais qui n'est pas aux Jeux Olympiques. Maintenant, je fais du coaching, de la préparation mentale depuis 3 ans et demi. J'ai accompagné Swana qui a tenté de se qualifier pour les Jeux Olympiques en escalade. J'aimerais énormément pouvoir accompagner un athlète de haut niveau sur les Jeux Olympiques, c'est un autre rêve, mais en tout cas le premier qui était de participer, j'y ai répondu et vraiment, je pense que j'aurais pas pu mieux vivre les Jeux que la façon dont je l'ai fait. Donc je suis vraiment extrêmement ravi de pouvoir répondre à ce petit enfant de 2004 qui avait un rêve dans les yeux à ce moment-là. Et aujourd'hui, du haut de mes 30 ans, je l'ai vécu et à fond et jusqu'au bout et je suis content d'avoir pu partager avec vous cette expérience.